Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Bonjour à tous. Le juge Andrew Napolitano ici pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 février 2026. Le professeur Jeffrey Sachs nous rejoint maintenant. Professeur Sachs, merci beaucoup pour votre temps. J'aimerais vous parler de plusieurs sujets. Ukraine-Iran et la paix. Et si les Américains écouteront les propositions rationnelles du gouvernement iranien? Mais avant d'y arriver, juste quelques questions sur la Russie, si je peux. Avez-vous l'impression de la part du ministre des Affaires étrangères Lavrov, que vous connaissez très bien, que le Kremlin pourrait se lasser de l'administration Trump? Eh bien, je pense que clairement, le gouvernement russe voit ce que tout le monde voit, à savoir qu'on ne peut pas compter sur la parole de Trump. Ainsi, des accords ont été conclus, des ententes ont été atteintes à Anchorage, lorsque le président Trump et le président Poutine se sont rencontrés sur la façon dont cette guerre devrait se terminer, sur le cadre de base de la neutralité ukrainienne, sur le fonctionnement des garanties de sécurité, sur les changements territoriaux à apporter. Et Trump est tellement incohérent que juste après, lorsque les Européens sont intervenus ou lorsque Zelensky est intervenu, tout ce qui avait été discuté en Alaska a été mis de côté. Et puis Trump a augmenté les menaces contre la Russie et a imposé des tarifs de pénalité contre l'Inde. Et principalement, il était virulent plutôt que de donner suite aux discussions. Ce n'est rien de nouveau pour Trump et rien de nouveau pour le monde. Il n'y a tout simplement aucune cohérence dans le comportement de la Maison-Blanche, du président ou de son équipe face à n'importe quelle question sur la planète aujourd'hui. Et donc, je pense que ce que les Russes voient et ce que dit le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, c'est que nous continuerons la guerre car la Russie a des intérêts vitaux en jeu et poursuit ses intérêts. Et je pense qu'il y a une énorme frustration. Encore une fois, cela va du Canada au Mexique, à l'Union européenne, au Royaume-Uni, vous le nommez. Il y a de la frustration partout que ce n'est pas un gouvernement adulte aux États-Unis. C'est un désordre absolu et aléatoire au jour le jour. Pendant que nous parlons, professeur Sachs, je sais que vous êtes dans une autre partie du monde, mais pendant que vous et moi parlons, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est quelque part à la Maison-Blanche en réunion avec le président Trump. Pensez-vous que son principal objectif est de convaincre Trump d'attaquer l'Iran ou de le dissuader de conclure un accord de paix avec l'Iran? Eh bien, il est clair que ce que veut Netanyahou, c'est que les États-Unis entrent en guerre avec l'Iran. Il le veut depuis des décennies. Parfois, nous l'avons fait. Trump l'a fait à la demande de Netanyahou en juin dernier. Et cela a été un désastre dans ses implications en démontrant la vulnérabilité d'Israël face aux missiles iraniens. Ce que veut Netanyahou, c'est que les États-Unis s'engagent totalement dans une guerre contre l'Iran. Ce serait extrêmement dangereux. Mais l'imprudence est la véritable description du gouvernement israélien, totalement imprudent et totalement déterminé à entraîner les États-Unis à chaque instant dans cette imprudence. Trump a posté quelque chose sur son Truth Social juste récemment, dans la dernière heure ou deux, disant qu'il a rencontré Netanyahou et lui a dit qu'il allait essayer les négociations. Il a aussi menacé de réduire l'Iran en cendres si les négociations ne tournent pas en sa faveur. Alors, qui sait si c'est une tactique de retardement pour amener un autre porte-avions dans la région ou si c'est quelque chose de réel. Le fait est, encore une fois,
Je ne pense pas que ce soit des tactiques très intelligentes. Je ne suis même pas sûr que ce soit des tactiques. Il n'y a aucune logique ou explication au jour le jour avec ce que font les États-Unis. Les Iraniens ont répété à plusieurs reprises qu'ils voulaient négocier. Ils disent cela depuis 12 ans. Ils ont conclu un accord sérieux avec les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne dans le plan d'action global conjoint en 2016. Il a été approuvé à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU et puis Trump l'a déchiré. Je pense que c'était en 20, peut-être 2015. Désolé, un peu fatigué, je ne me souviens pas exactement de la date à laquelle la résolution 2231 du Conseil de sécurité a été votée à l'unanimité, mais nous avions un accord avec l'Iran. Puis Trump l'a déchiré. Depuis, c'est plus de chaos. Et donc, Trump veut dicter ses conditions à n'importe quel endroit dans le monde et le monde ne veut pas qu'on lui dicte quoi faire dans tous les domaines. Et il se trouve que le ministre des Affaires étrangères iranien a prononcé un discours absolument intelligent, cohérent et important lors d'une conférence d'Al Jazeera le 7 février, il y a seulement quelques jours, où il a expliqué que nous pourrions non seulement avoir un accord sur les questions nucléaires, mais aussi avoir la paix au Moyen-Orient. Mais cela nécessite également de résoudre la raison principale de toutes ces guerres, qui est la détermination obstinée d'Israël à maintenir son occupation de la Palestine et à ne pas céder un pouce à n'importe quel droit palestinien, quel qu'il soit. C'est donc l'extrémisme israélien obstiné qui a plongé toute la région dans la guerre pendant un quart de siècle, et le ministre iranien des Affaires étrangères, devant un public de dirigeants d'Asie de l'Ouest, principalement des dirigeants arabes, a expliqué, regardez, il peut y avoir la paix. Il peut y avoir une normalisation, il peut y avoir une sécurité pour tous, mais le génocide à Gaza, la prétention israélienne d'être l'hégémon régional incontestable du monde asiatique occidental, la détermination d'Israël à maintenir ses territoires partout de manière croissante dans les terres occupées de Palestine, au Liban, en Syrie, c'est ce qui doit cesser. Eh bien, cela ne se terminera probablement pas parce que nous savons qui finance les campagnes de Trump. Oui. Nous connaissons les dossiers Epstein. Nous savons tout cela. Cela ne se terminera probablement pas, mais cela pourrait se terminer. Nous pourrions vraiment avoir la paix. Maintenant, une autre chose intéressante juge après ce discours. Qu'en est-il du commentaire américain sur ce discours très clair prononcé par le ministre iranien des Affaires étrangères? Quel commentaire? Exactement, pas un mot. Le New York Times, vraiment un faux journal, supposément toutes les nouvelles qui méritent d'être publiées, pas de nouvelles, pas de discussion, pas de tentative de compréhension honnête que le ministre iranien des Affaires étrangères a exposé une déclaration complètement cohérente. Il se trouve simplement que cela implique que la paix nécessite un État de Palestine à côté d'un État d'Israël et une sécurité mutuelle dans la région, mais c'est bien trop loin pour le lobby israélien et pour les autres influences qu'Israël semble avoir sur les États-Unis. Alors, qui sait ce qui va se passer? Je suis content que le président Trump ait dit que les négociations continueront, mais encore une fois, est-ce une ruse? Est-ce pour obtenir plus de puissance de feu dans la région du Golfe? Est-ce qu'Israël va finir par faire du chantage à Washington, encore une fois, pour aller en guerre? Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, le peuple américain n'aura aucun aperçu de cela jusqu'à ce que nous lisions tout à ce sujet après coup. Voici ce que Trump a dit sur son Truth Social. Vous avez tout à fait raison, professeur Sachs. Il y a environ une heure, citation, « Je viens de terminer une rencontre avec le Premier ministre Netanyahou d'Israël et plusieurs de ses représentants. C'était une très bonne réunion. La relation exceptionnelle entre nos deux pays se poursuit. »
Rien de définitif n'a été conclu, si ce n'est que j'ai insisté pour que les négociations avec l'Iran continuent afin de voir si un accord peut être conclu ou non. Si c'est le cas, j'ai fait savoir au Premier ministre que ce serait la solution privilégiée. Si ce n'est pas possible, nous devrons simplement voir quel sera le résultat. La dernière fois, l'Iran a décidé qu'il valait mieux ne pas conclure d'accord et ils ont été frappés par le marteau de minuit. Cela n'a pas bien fonctionné pour eux. Espérons que cette fois-ci, ils seront plus raisonnables et responsables. De plus, nous avons discuté des progrès considérables réalisés à Gaza et dans la région en général. Il y a vraiment la paix au Moyen-Orient. Merci de votre attention à ce sujet. Eh bien, la première partie de cette déclaration est encourageante. La deuxième partie est absurde et politique. Casquette politique. Et il y a vraiment énormément de mensonges dans une déclaration pareille. Les Iraniens n'ont pas fait ça. Rejeter un accord la dernière fois. Exactement. Ce qui s'est passé spécifiquement, c'est qu'après plusieurs discussions au cours desquelles les deux parties ont fait état de progrès, une 6e série devait avoir lieu le 15 juin 2025. Et 3 jours avant cela, les États-Unis et Israël ont conspiré pour bombarder l'Iran. Ce n'est pas l'Iran qui rejette un accord. C'est juste une trahison d'Israël et des États-Unis pour empêcher un accord. Donc, ce que dit le président Trump n'est pas vrai. De plus, il n'y a pas de paix au Moyen-Orient. Chaque jour, Israël tue des Palestiniens à Gaza, tue des Palestiniens en Cisjordanie. Il n'y a pas de paix. De plus, Al Jazeera a rapporté, et c'est une information qui a été largement rapportée auparavant, qu'Israël utilise des armes thermobariques pour désintégrer les Palestiniens, selon Al Jazeera. Plus de 2800, ce sont des armes qui fondamentalement font disparaître les gens. Il ne reste plus de chair ni d'os. Et cette barbarie, c'est ce qui doit être discuté et cette barbarie doit cesser. Non, il n'y a pas de paix en ce moment. Et il ne peut pas y avoir de paix tant qu'il n'y a pas de solution à la raison de ces guerres, qui est l'occupation de la Palestine par Israël et sa brutalité envers 8 millions d'Arabes palestiniens qu'il gouverne. Et presque tout le monde comprend cela, sauf que ce n'est pas discuté dans les cercles de Washington. Israël cherche aussi le projet de domination du Grand Israël à étendre les frontières d'Israël. Et à cette fin, veut, corrigez-moi si vous voyez cela différemment, démembrer l'Iran, non seulement décapiter le leadership, mais transformer l'Iran en une autre Syrie pour qu'Israël puisse décider quelle partie lui appartient. Comme nous l'avons discuté, tout cela a été clairement énoncé il y a 30 ans dans un document politique lorsque Benjamin Netanyahou est arrivé au pouvoir en tant que Premier ministre. Et lui et ses, oh mon Dieu, ses conseillers politiques, je vais juste rester dans le langage direct, ont dit qu'ils renverseraient tout gouvernement qui s'opposerait au projet d'Israël de contrôle permanent sur le peuple palestinien. L'idée est très simple. Netanyahou n'autorisera jamais un État palestinien. Cela mènera à l'opposition, cela mènera à la militance, et cela signifie qu'Israël doit éliminer tout gouvernement qui soutient la cause palestinienne. Et c'est ce que nous poursuivons et nous sommes là depuis 30 ans. Et s'il y avait juste un peu d'honnêteté à Washington pour suivre ce que le peuple américain désire massivement, nous, le peuple, disons massivement qu'il devrait y avoir un État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël. Mais nous ne sommes pas les méga donateurs et nous ne sommes pas, Dieu sait quelles autres raisons pour lesquelles Israël a eu une emprise sur l'Amérique. D'accord, donc la nuque pendant tout ce temps. Entre les méga-donateurs et tout ce que le gouvernement israélien sait sur Trump grâce au dossier Epstein, est-ce essentiellement une cause désespérée? Je veux dire, Netanyahou ne changera jamais d'avis à moins que ses armées ne soient vaincues sur le champ de bataille, pour ainsi dire. Ce n'est pas une cause désespérée. Il faudrait juste une politique étrangère qui met l'Amérique en premier. C'est tout.
Mais étant donné l'emprise sioniste sur le gouvernement américain, l'administration Trump et le Congrès, l'administration Biden et le Congrès, en remontant à LBJ, est-ce sans espoir? Ce n'est pas sans espoir, car maintenant nous avons constaté, en remontant à LBJ, que c'est un marché misérable pour le peuple américain. Nous n'en retirons rien d'autre que la guerre sans fin et le chagrin sans fin. C'est un marché misérable pour le peuple palestinien. C'est un marché misérable pour les Israéliens. Ils n'ont aucune sécurité. C'est la guerre. C'est le chaos qui s'étend de la Libye à l'Iran, causé par les États-Unis et Israël, et par de la Libye à l'Iran, je veux dire la Libye, le Soudan, la Somalie, Israël, Gaza, la Cisjordanie, le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, le Yémen. Mon Dieu, ils ont fait un désert. Plutôt que d'avoir deux États, la Palestine et Israël, vivant côte à côte, ce qui a été une option disponible à tout moment, et ce que le ministre iranien des Affaires étrangères a dit clairement le 7 février, et qui, bien sûr, n'a pas été rapporté par le New York Times. Quelles conditions de paix a-t-il proposées? Les a-t-il détaillées dans ce discours qui a été couvert par Al Jazeera et personne d'autre? Oui, il a dit qu'il doit y avoir un État de Palestine. Il doit y avoir une sécurité mutuelle dans la région. Il doit y avoir la primauté du droit. Et il l'a expliqué très clairement. Et quelqu'un devrait le reprendre, dire « Oh, nous voulons connaître les détails. Discutons-en, c'est comme ça qu'on fait. » Donc les négociateurs américains. Et en fait, notre secrétaire d'État a dit « Oh, nous devrions avoir des négociations plus larges que simplement sur la question nucléaire. » D'accord, donc le ministre iranien des Affaires étrangères a présenté une vision pour la paix au Moyen-Orient. Et on pourrait penser que quelqu'un aux États-Unis la reprendrait et en discuterait. Mais le fait est que, au lieu de la diabolisation, au lieu que Trump fasse un mensonge social disant que la dernière fois, les Iraniens ont rejeté les négociations, ce qu'ils n'ont absolument pas fait, la dernière fois Trump les a bombardés en plein milieu des négociations, est-ce juste un jeu, encore une fois, où les adultes peuvent-ils se parler? les négociateurs américains, les deux agents immobiliers glorifiés, sont tous deux archi-sionistes, tous deux amis personnels de longue date du Premier ministre Netanyahou, tous deux confèrent et conspirent avec lui. Pourquoi les négociateurs iraniens accorderaient-ils du crédit à tout ce que disent Kushner et Witkoff? Eh bien, je ne sais pas s'ils le font. Je pense qu'ils essaient de négocier depuis 12 ans. Je suis presque sûr qu'ils prennent très au sérieux la possibilité que, à tout moment, ils puissent être en guerre. Je ne pense pas qu'ils aient la moindre illusion à ce sujet. Je ne pense pas que, je ne pense pas qu'ils vont se laisser bercer par le simple fait que Trump ait dit « nous aurons une autre série de négociations ». C'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois. Je doute que ça se passe de la même manière. Mais ce que je trouve intéressant et important, c'est que les diplomates iraniens ont rencontré des interlocuteurs dans tout le Moyen-Orient. Ils ont discuté avec la Turquie, ils ont discuté avec l'Arabie Saoudite, ils ont discuté avec le président Poutine, ils ont parlé diplomatiquement avec les Chinois. Et ces dirigeants ont dit au président Trump, ne faites pas cela, ne déclenchez pas une guerre, car les négociations sont absolument possibles. Et quand il entend le président Erdogan, Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite et le président Xi, eh bien, peut-être que cela n'a pas d'importance comparé à Myriam Adelson et les dossiers Epstein, je ne sais pas. Mais il entend les dirigeants mondiaux lui dire « ne faites pas ça ». C'est à la fois imprudent et totalement inutile de lancer une guerre avec l'Iran parce que l'Iran veut un règlement négocié et parce que la paix au Moyen-Orient, dont ils se vantent tous les jours, même si les tueries continuent, pourrait être effectivement réalisée sur des bases assez simples. La dernière fois que le vote d'un État palestinien a été soumis au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont dû utiliser leur veto, car sinon il aurait été adopté à une large majorité. Donc c'est le point essentiel.
Si les États-Unis veulent la paix, si le président Trump voulait la paix, elle est disponible en un instant, en un clin d'œil. Il suffit qu'il retire le veto américain à ce que le monde entier sait être la solution, la base du droit international, l'accord depuis des décennies, à savoir qu'il devrait y avoir 2 États vivant côte à côte. Et ensuite, chaque pays de la région, essentiellement chaque pays de l'Organisation de la coopération islamique, a dit que c'était la base pour la normalisation des relations. Et c'est ce qui pourrait se passer. Mais encore une fois, cela a été l'engagement total de Netanyahou, toute sa carrière, d'empêcher ce type de paix. Will, permettez-moi de faire appel à votre autre domaine d'expertise, professeur Sachs, qui est l'économie. Quel sera le prix du gaz aux États-Unis si le détroit d'Ormuz est fermé? Vous savez, le détroit d'Ormuz, bien sûr, voit passer une partie substantielle des exportations mondiales de pétrole. Nous pourrions facilement voir le chaos. Je pense que ce serait même une partie relativement moindre du vrai danger auquel nous serions confrontés s'il y avait une guerre cette fois-ci. Une guerre cette fois-ci ne durera pas 12 jours. Une guerre cette fois-ci va être explosive et nous allons découvrir que l'Iran a beaucoup d'amis de son côté. Et nous allons vraiment déplorer ce fait et Israël va déplorer ce fait. Donc, c'est un marché imprudent sur tous les plans. Bien sûr, cela pourrait détruire toute illusion restante que le peuple américain pourrait avoir sur le fait que Trump met réellement l'Amérique en premier, car cela serait tellement contraire aux intérêts de l'Amérique, tellement contraire aux intérêts de sa base électorale, tellement contraire aux intérêts mondiaux, tellement contraire à la sécurité des États-Unis qu'on ne sait même pas par où commencer. Le seul intérêt satisfait par cela est celui des fanatiques et extrémistes israéliens qui se trouvent être au pouvoir et se trouvent tuer beaucoup de gens parce qu'ils essayent de s'accrocher à quelque chose qui n'est pas à eux. Professeur Sachs, merci beaucoup. Comme toujours, une analyse talentueuse et perspicace de ces temps très, très éprouvants. Qui sait? Nous pourrions nous réveiller demain matin et découvrir qu'il y a des bombardiers B-2 au-dessus de Téhéran, ou nous pourrions nous réveiller demain matin et découvrir que quelqu'un du côté américain est prêt à écouter les Iraniens. Je ne suis pas optimiste. Chris, affiche cette photo. La voilà. Maintenant, voici Witkoff, Kushner et Stephen Miller rencontrant Netanyahou à Blair House en face de la Maison-Blanche hier soir, se félicitant mutuellement et planifiant comment ils vont influencer le président le lendemain. Les tentatives d'influence sont terminées. Après, je pense que vous avez une autre photo, Chris, avec le secrétaire d'État Rubio, après que le premier ministre Netanyahou a quitté le président. Il s'est rendu au département d'État où il a signé qu'il sera membre du Conseil de la paix, un Conseil de la paix pour Gaza dirigé par Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Qui prendrait cela au sérieux, professeur? Et puis, il y a les 335 millions d'entre nous qui veulent quelque chose de différent. D'accord. Merci pour votre temps, mon cher professeur. Voyagez prudemment. Nous vous reverrons bientôt. Merveilleux. Merci beaucoup. Demain, jeudi, à 10h du matin, je ne sais pas où il est, mais Chris le trouvera, Pepe Escobar. À 13h, Max Blumenthal. À 14h, le colonel Lawrence Wilkerson. À 15h, le professeur John Mearsheimer. Merci de regarder, mes chers amis. Je sais que ce sujet est parfois tendu et difficile à suivre, mais nous essayons de vous présenter une compréhension de ces événements que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Judge Napolitano pour un jugement libre. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière.
Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, et si on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit.